Il était une fois dans le creux d'une vallée un tout petit village. Ça vous est familier? Les contes et les histoires sont des éléments culturels incontournables, que ce soit pour les sociétés passées ou pour nos sociétés modernes. On est né entouré de contes et d'histoires. On a été bercé par des romans et des récits. On a grandi avec des fables et des légendes. En fait, on est tellement entouré de mythes et d'univers fantastiques qu'on en viendrait presque à oublier qu'ils font partie de notre quotidien. On en vient presque à oublier à quel point ils nous influencent. On en vient presque à oublier à quel point ils nous importent. Dans ce tout petit village, il y avait la grande place. Et ce soir-là, sur la grande place du tout petit village, il y avait foule. Il y avait des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes. Il y avait un juge et un condamné à mort. Il y avait un bourreau et un échafaud. Mais à quoi peuvent servir les histoires? On l'a vu, la sélection naturelle tente à supprimer ce qui n'est pas vraiment utile. Certes, il peut y avoir des dérives génétiques, mais les histoires semblent si omniprésentes à travers les civilisations, elles semblent constamment jouer un rôle si important pour nos sociétés, qu'il serait étonnant que ces histoires ne soient qu'un accident de l'évolution. On lui coupe la tête, scandait la foule. Qu'on lui coupe la tête. Pour l'historien Yuval Noah Harari, si les histoires sont si omniprésentes dans notre quotidien, ce n'est pas un hasard. Harari va même jusqu'à affirmer que les histoires seraient la plus importante innovation de l'histoire de l'humanité. Les histoires nous ont permis de croire qu'il fallait être courageux, intelligent, bienveillant, curieux, travailleur, charitable, sincère, souriant et tolérant. Les histoires nous amènent à réfléchir sur ce que l'on est et ce que l'on veut être. Elles nous invitent à devenir meilleurs. Qu'as-tu à dire? Demande le juge au condamné. Quelle est ta dernière volonté? Hein? Mais pour Harari, le rôle des histoires est bien plus important que cela. Pendant des millions d'années, la Terre était habitée par des hominidés avec des grands cerveaux, des sociétés organisées et des outils développés. Cependant, ces hominidés étaient inoffensifs. Leur impact sur leur environnement était minime. Il était comparable à celui des chimpanzés. Et le nombre de ces hominidés n'a jamais dépassé les quelques dizaines de milliers. Et ça, c'est fou quand vous y pensez. Le nombre d'abonnés à cette chaîne est supérieur à la population totale en hominidés il y a 70 000 ans. Et puis, selon Harari, tout à coup, quelque chose a changé. Et ce qui a changé, c'est notre capacité à coopérer à grande échelle, laquelle repose, selon Harari, sur les mythes que l'on partage. Pensez-y, individuellement, un humain, même avec son grand cerveau, c'est un peu un bon à rien. Si vous larguez un humain et un chimpanzé sur une île déserte, il y a de bonnes chances que ce soit l'humain qui meurt en premier. Pour Harari, la différence majeure entre les humains et les chimpanzés, ce sont les mythes sur lesquels repose la coopération humaine. En particulier, les chimpanzés ont toujours beaucoup de mal à coopérer avec d'autres chimpanzés qu'ils ne connaissent pas. Alors ça ne pose pas énormément de problèmes s'il n'y a que 50 chimpanzés dans un groupe, puisque les chimpanzés finiront par tous se connaître, et au pire, ragot après ragot, chaque chimpanzé finira par avoir entendu parler de tous les autres chimpanzés. Cependant, au-delà de 100 chimpanzés, ça devient vite le bordel. Les expériences suggèrent que les chimpanzés sont incapables de coopérer en grand nombre. À l'inverse, les sociétés humaines sont capables de coopérer dans des civilisations aux populations monstrueusement grandes. Nous sommes capables de coopérer à 1000, 10 000, voire des millions pour construire des avions, des monuments ou toute une culture web. En particulier, contrairement aux chimpanzés, nous sommes tout à fait capables de coopérer avec des humains que l'on ne connaît pas du tout. Comment est-ce possible? Pour Harari, la clé est l'ensemble des fictions que nous partageons. Nous avons tous été bercés par des histoires illustrant l'importance du partage, de la bienveillance ou de l'honnêteté, si bien que nous croyons que ceux avec qui nous coopérons vont eux aussi attacher de l'importance au partage, à la bienveillance et à l'honnêteté. Et c'est cette croyance commune qui nous permet de coopérer avec des individus que l'on n'a pourtant jamais rencontrés. Le condamné demande 3 jours de répit pour aller de l'autre côté de la vallée dire adieu aux siens. 3 jours de répit et un cheval, et il jure, il donne sa parole qu'il reviendra. Par exemple, l'une des fictions les plus importantes de l'humanité est l'argent. Aujourd'hui, on s'accorde tous sur le fait qu'un bout de papier, pourvu qu'il soit imprimé de manière convenable, a de la valeur. Pourtant, il ne s'agit que d'un bout de papier. Bon, les motifs sont jolis. Mais pourquoi est-ce que ce bout de papier a acquis de la valeur au point qu'aujourd'hui on est capable de l'échanger contre de la nourriture, voire contre le service et le travail de quelqu'un d'autre?
Eh bien, à bien y réfléchir, et je vous renvoie vers les vidéos d'Eureka à ce sujet, ce qui fait que ce bout de papier a de la valeur, c'est notre croyance commune en le fait qu'il a de la valeur. L'argent, c'est une fiction qui nous est racontée tous les jours et dans tant d'histoires, qu'on en vient à oublier qu'il ne s'agit que d'une fiction. Néanmoins, le fait que nous croyons tous en cette fiction commune suffit à la rendre utile et à convaincre le pizzaiolo de me donner une pizza contre un bout de papier. Les fictions n'ont aucunement besoin d'être vraies pour changer le cours de l'histoire. Le juge regarde le condamné et il sourit. Soit, tu peux aller dire au revoir au tien à condition que quelqu'un te remplace ici. Les fictions les plus spectaculaires dans l'histoire de l'humanité sont celles qui parviennent à unir des humains si forts entre eux qu'ils sont prêts à mourir au nom de leur fiction. Des hommes se sont battus et sont morts pour le droit sacré à la démocratie. L'exemple typique est bien sûr celui des pays. Réfléchissez-y. Est-ce que la France existe vraiment? Est-ce que le concept de France renvoie bien à quelque chose de tangible? Selon Harari, clairement pas. En revanche, et c'est ça qui importe, nous croyons tous en cette fiction. Et cette croyance commune en cette fiction nous permet de nous unir pour amener à bout des projets de grande envergure, que ce soit aller supporter ensemble une équipe de football, élire un individu qui parle au nom de tous les Français, ou accepter les lois du pays. Comme l'affirme Harari, la réelle différence entre nous et les chimpanzés est la colle mythique qui lie ensemble un grand nombre d'individus, de familles et de groupes. Grâce à cette colle mythique, selon Harari, les fictions ont permis à Homo sapiens de passer de petites tribus avec une centaine d'individus où tout le monde devait se connaître pour coopérer, à des civilisations de plusieurs milliers, voire millions, voire milliards d'individus, où, grâce aux histoires communes dans ces civilisations, tout humain pouvait désormais coopérer avec un autre même s'il ne l'avait jamais rencontré, tout ça au nom des fictions qui leur étaient communes. Tu peux aller dire au revoir au tien à condition que quelqu'un te remplace ici. Les gens ont ri dans l'insistance. Jusqu'à ce qu'un bras se lève. Moi, je remplacerai le condamné à mort. Stupéfaction. Mais tu es fou, il ne reviendra jamais, ta tête va rouler sur le sol. Si l'on en croit Harari, nos civilisations humaines reposent donc sur de nombreuses fictions dont on sous-estime grandement l'importance. Le psychologue Jonathan Haidt ajoute à tout cela toutes les structures qui nous lient socialement et sans lesquelles nos civilisations chuteraient tel un château de cartes. Haidt appelle tout ce qui nous lie socialement le capital moral. Le capital moral inclut tous ces éléments de culture qui facilitent nos relations aux uns aux autres et qui veillent ainsi au bon fonctionnement de nos sociétés. C'est ce qui me permet de laisser mon vélo quelque part à Lausanne sans craindre de voir ses roues disparaître. Alors l'homme est venu remplacer le condamné et l'attente a commencé. 3 longues journées. Et au terme de la 3e longue journée, quand le bourreau est venu chercher le remplaçant du condamné à mort, au loin on a entendu le galop d'un cheval. C'était le condamné à mort qui rentrait. Il venait reprendre sa place. Malheureusement, à l'instar d'Harari, Haidt affirme que nous avons tendance à sous-estimer ce capital moral. Typiquement, les athées vont s'interdire de voter pour un parti affilié à une religion sous prétexte que, selon eux, la religion n'est qu'une fiction. Pourtant, si l'on en croit Haidt, il est tout à fait possible d'être athée et de voter pour un parti religieux, notamment si l'on pense que le capital moral est fragile et qu'il risque de s'effondrer en votant pour un autre parti. Alors, je dis pas qu'il faut voter pour les partis religieux, mais j'aimerais attirer votre attention sur cette citation de Jonathan Haidt. Si vous essayez de changer votre organisation ou votre société, et si vous ne considérez pas les effets de ces changements sur le capital moral, vous cherchez les ennuis. La foule s'est alors tournée vers le remplaçant pour lui dire « Mais comment savais-tu ? Comment savais-tu qu'il reviendrait ?» Lui a répondu « Il se trouve que je préfère mourir plutôt que de vivre dans un monde où la parole n'a pas de valeur. » Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les petites histoires et les grands mythes, qu'ils soient fondés sur une réalité ou non, jouent un rôle crucial dans nos sociétés. Ils sont le socle de notre capital moral.
Un grand merci à Sylvie Mambo pour sa participation à cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ses interventions. Sylvie Mambo est conteuse professionnelle. Je l'ai rencontrée au tremplin de TEDx Saclay. D'ailleurs, je présenterai à TEDx Saclay le 30 novembre prochain à Centrale Supélec. Au tremplin de TEDx Saclay, Sylvie a fait une présentation de 3 minutes sur le rôle des contes et c'était juste génial. J'ai juste adoré vraiment. C'est pour ça que j'ai demandé de participer et je suis très heureux qu'elle accepte. J'aimerais insister sur le fait que, bon, là en vidéo, je trouve que c'est vraiment cool, mais en vrai, ça en jette encore beaucoup plus, à tel point que juste après sa présentation, je voulais la voir, je lui ai dit faut qu'on fasse une vidéo ensemble. La dernière fois on a parlé du paradoxe de la morale et on avait commencé à essayer de voir comment la morale pouvait être une construction évolutionnaire et on s'était pas mal attardé sur le rôle des gènes dans la construction de la morale. Chester Kea, Fuchs Ier et François-Marie Demey se demandent si la morale est vraiment quelque chose de génétique et en particulier Fuchs Ier se demande si il ne serait pas dangereux de supposer qu'il y a une cause génétique à notre morale. Bien sûr, dans la morale que l'on a, il y a autre chose que l'effet de nos gènes. Ceci étant dit, et de façon assez contre-intuitive, les gènes ont vraiment un rôle important sur la morale que l'on a. Notamment, il y a des études de jumeaux qui sont racontées dans le bouquin de Jonathan Haidt, où il raconte que des vrais jumeaux séparés à la naissance ont bien plus souvent les mêmes convictions politiques, et pas que des convictions politiques, plein de choses sur leurs préférences morales, que des frères et sœurs qui ont grandi dans la même famille. Alors ça veut pas dire que les convictions politiques sont entièrement déterminées par nos gènes. Ce qui se passe sans doute, c'est qu'il peut y avoir des petites variations, qui est un peu plus enclin à certaines idées, l'autre à d'autres idées. Et comme on utilise un certain scrutin démocratique qui tend plutôt à diviser qu'à unir, cette petite divergence initiale peut faire que l'un va se retrouver dans certains environnements sociaux et l'autre dans d'autres environnements sociaux, avec la ségrégation sociale idéologique qui les sépare. Les deux personnes peuvent avoir du coup des idées politiques très différentes, alors qu'au début elles sont finalement assez proches. Mais du coup, ça veut quand même dire que des petites variations génétiques initiales peuvent conduire à des divergences dans les opinions politiques et donc que nos préférences morales sont au moins en partie significativement influencées par nos gènes. Quant à savoir si cela est dangereux, alors c'est une question très difficile, mais je pense que si on est conscient que notre morale est en partie celle que nos gènes nous donnent, je pense que ça permet de se rendre compte que la morale que l'on a intuitivement n'a pas plus de raison d'être juste que la morale d'un autre, et en particulier ça tend à montrer que la morale que l'on a n'est pas une morale universelle du tout, c'est une morale qui a été grandement influencée par ce qui est encodé dans nos gènes. Et je pense que ça nous pousse à remettre en question ce qu'est notre morale et à chercher une morale un peu plus souhaitable, et on y viendra dans 2 vidéos en parlant d'utilitarisme avec Monsieur Phi. Quentin Hayek va également dans ce sens et souligne notre capacité d'adaptation. Et ça, c'est un point très important qui est longuement discuté par Harari dans son livre, notamment Sapiens. C'est le fait que, contrairement aux gènes, les fictions évoluent très rapidement et sont capables de s'adapter à un contexte socio-économique qui a été bouleversé au cours des derniers millénaires. Et bien sûr, pour les gènes, quelques millénaires, c'est finalement relativement peu de temps pour vraiment s'adapter. Et du coup, si on croit Harari, et il me semble aussi que Jonathan Haidt en parle dans son livre, pour pouvoir rapidement s'adapter à un contexte socio-économique changeant, les gènes les plus utiles sont ceux qui nous laissent la possibilité de nous adapter, par opposition à des gènes qui seraient plus dogmatiques et qui nous empêcheraient d'abandonner notre dogme. Dimitrius99 et Koshi Schwartzy font la remarque que du coup, ce qui importe vraiment au niveau de la sélection depuis quelques millénaires ou depuis les civilisations humaines, ce n'est plus la sélection naturelle. Alors, sélection naturelle au sens sélection dans un état de nature, en effet non, mais on vit en société depuis bien plus que quelques millénaires, on vit en société depuis des centaines de milliers d'années. Est-ce que la sélection qui s'applique alors à l'échelle de la société est encore une sélection naturelle? Vous voyez que c'est discutable. En termes darwiniens, en fait, ce qui compte, c'est vraiment le concept de sélection, pas tant le mot naturel. Toujours est-il que finalement, au cours des derniers millénaires, les conditions ont tellement évolué, les conditions de vie humaine, le contexte socio-économique des humains a tellement évolué que les pressions de sélection sur les gènes des humains ont sans doute été beaucoup plus importantes au cours des derniers millénaires qu'au cours des centaines de milliers d'années qui précédaient. C'est en tout cas la thèse que défend Jonathan Haidt dans son livre, qui prétend que la sélection génétique n'a jamais été aussi importante que depuis que les civilisations humaines ont grossi. Et en particulier, selon Jonathan Haidt, ça a créé une sélection
accrue, des gènes qui sont notamment capables de croire les fictions qui sont autour d'eux et de s'adapter aux nouvelles fictions, quitte à rejeter les précédentes. Enfin, B.E. Quentin et Thomas Aguille se demandent comment est-ce que les comportements immoraux ont pu persister si la coopération a toujours été la meilleure stratégie et qu'il du coup il fallait tout faire pour pouvoir coopérer. Je dirais que le modèle de Stéphane est un modèle très simplifié, finalement comme tout modèle, et en pratique il y a sans doute beaucoup de cas où être immoral est finalement une stratégie optimale si on veut se reproduire un maximum. L'exemple archétype de cela, c'est Gengis Khan, qui aura eu un très grand nombre de descendants parce qu'il était empereur et que du coup il a eu le droit de violer beaucoup de femmes. Toujours est-il qu'à cause de cela, un très grand nombre d'Asiatiques, je crois que c'est genre une majorité d'Asiatiques, sans doute moi y compris, sommes descendants de Gengis Khan. Et du coup on a des bouts de gènes de Gengis Khan et ces gènes-là sont pas forcément ceux du partage égalitaire. Bref, bien sûr, la réalité est beaucoup plus compliquée que le modèle de Stéphane, mais tous les modèles sont faux. Ça n'empêche pas le modèle de Stéphane d'être utile pour comprendre l'émergence de la morale. Du reste, comme le fait remarquer Protocole, les différentes hypothèses à l'émergence de la morale qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a la morale que l'on a aujourd'hui sont pas forcément en compétition les unes avec les autres, elles sont peut-être plutôt complémentaires. Notamment, chacune parvient à expliquer des aspects un petit peu différents de la morale que l'on a aujourd'hui. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va finir notre description évolutionnaire de la morale avec une vidéo sur l'instinct tribal. En particulier, on va expliquer l'hooliganisme à partir de la théorie de l'évolution et un certain modèle de la théorie de l'évolution que l'on appelle la sélection de groupe. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. L'argent, c'est ce qu'on veut. Tout ce qui importe, c'est que tout le monde soit d'accord. Si moi je pense qu'une paire de chaussettes c'est de l'argent mais que mon boulanger n'est pas d'accord, je vais avoir du mal à acheter mes croissants. En revanche, si on est tous les deux d'accord, alors dans ce cas une paire de chaussettes peut très bien servir comme moyen de paiement. Ouais, c'est ça. Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu. As long as everybody believes in the same fictional stories, everybody obeys the same laws and the same rules and the same norms. And this is something that only humans can do.